Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ce matin au campus et en ligne. On a beaucoup de monde en ligne également. Nous avons choisi ce matin un sujet qui est quelle cybersécurité pour le Web3. Donc ce sujet du Web3, je pense que vous le connaissez, c'est un sujet qui est de plus en plus important. Ce Web3 et ces technologies finalement s'infiltrent maintenant un peu partout, avec un certain nombre de sujets qui ont fait l'actualité l'année dernière. Alors il n'y avait pas que des piratages ou que des problèmes de sécurité, mais néanmoins, on a pu voir que dans les différentes affaires qu'on a connues en 2022, on avait parfois aussi des sujets de cybersécurité. C'est donc ces sujets que nous allons aborder ce matin avec nos intervenants. Je vais passer tout de suite le micro à Rémi Oscan, qui est le président de la Fédération française des professionnels de la blockchain, avec qui nous organisons ce matin ce petit déjeuner. Et vous retrouverez aussi au FIC, donc 5, 6 et 7 avril, un certain nombre de contenus sur ce sujet du Web3, qui préfigure peut-être l'année prochaine un side event au FIC vraiment dédié à ce sujet. Voilà, je laisse la parole à Rémi. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. La Fédération française est très fière d'être associée à cette initiative portée par le FIC, mais également de pouvoir accompagner les entreprises spécialisées dans la cybersécurité pour leur faire comprendre qu'il y a un mariage possible, souhaitable, envisageable entre la technologie blockchain et la cybersécurité, puisque la technologie blockchain constitue un pilier du Web3. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir compter sur différents intervenants en présentiel, mais également à distance, avec Marie Lermite, avocate spécialisée dans le droit des nouvelles technologies et ancienne directrice juridique de la Bourse du Gaz. Esteban Lopez, ancien ou peut-être toujours en cours d'activité White Hat Hacker et cofondateur de la société Red Square, qui propose justement des solutions en matière de cybersécurité dans le domaine du Web3. Nous avons à distance Alexandre Pedmont. Merci Bonjour. Alexandre de nous faire plaisir d'intervenir à distance, qui est président de Vistory et qui est également à l'origine de MainChain, qui est un système de sécurité appliqué dans le domaine de la 3D. Web3, cybersécurité, technologie blockchain, menaces dans le cyberespace. Que peuvent faire les entreprises aujourd'hui pour pouvoir évoluer au sein du Web3 de façon sécurisée, tout en offrant la meilleure expérience possible à leurs utilisateurs et clients? Il me semble nécessaire en premier lieu de commencer de poser les bases sur la définition de ce qu'est le Web3 et quel type de menaces, quel type de failles on peut identifier aujourd'hui dans la façon dont on utilise les services dans le domaine du Web3. Et Stéphane, est-ce que tu pourrais rapidement poser un peu le contexte? Déjà, bonjour à tous. Donc, pour expliquer très simplement les failles de sécurité possibles autour du Web3, il y a principalement deux particularités. La particularité centralisée, où on a des failles vraiment sur des infrastructures centralisées et notamment des systèmes de nœuds pour les blockchains ou des systèmes directement cryptographiques pour le stockage de clés privées en rapport avec les crypto-monnaies. Et nous avons aussi le risque décentralisé qui va comprendre donc principalement les risques liés au code de smart contracts ou d'infrastructures et de dépendances qui pourraient être centralisées. D'accord, donc finalement, le lien avec la technologie blockchain par rapport au Web3, finalement, quel est ce lien? Ce lien s'exprime à différents niveaux. La sécurisation d'actifs numériques, car comme vous le savez, dans le cyberespace, pour pouvoir capturer la propriété de quelque chose qui n'est pas palpable, très souvent, on va avoir recours à la technologie blockchain. Pour pouvoir dénouer des transactions dans le domaine du Web3, on va avoir recours aussi là à la technologie blockchain, et cela dans différents types de secteurs d'activité. Marie, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment aujourd'hui, en tant qu'entreprise qui souhaiterait passer du Web 2, donc c'est-à-dire un univers très centralisé, vers un univers qui lui va être décentralisé, distribué, quelles sont finalement aujourd'hui les bonnes pratiques en matière juridique pour approcher cet univers sans bien sûr mettre en péril ses activités? Alors déjà, bonjour. Merci déjà pour l'accueil. Alors pour répondre à la question,
faut partir du risque. Pour moi, le risque, il est humain avant tout. Sinon, la techno va très bien, mais le risque est très humain. Donc, dans une entreprise, eh bien, pour passer du Web 2 au Web 3, il faut déjà cadrer les différents risques humains qui peuvent intervenir. Et là, bah, c'est beaucoup de procédures. Alors, quand on parle du Web 3, moi, je préfère parler actuellement du Web 2.5, puisque si Accrochez-vous bien. non, mais en front, vaut mieux avoir du 2 que du 3 actuellement, sinon ça marche pas très bien. Après, en bac, c'est bien d'avoir du 3. Mais voilà, pour les entreprises, en effet, c'est quand même plus simple et pour les consommateurs, donc en face, à qui on s'adresse, et également en interne, eh bien, de prévoir tous ces risques humains. Donc, c'est beaucoup de procédures, c'est beaucoup de pédagogie aussi. C'est expliquer ce à quoi sert la techno et puis que la techno est faite pour l'humain avant tout. Elle n'est pas faite pour une petite catégorie de personnes. Pour des techs entre eux, c'est à destination de l'humain et je crois que ça, c'est le plus gros risque en fait, et le plus gros enjeu. Le risque humain, comme quoi, un risque insoupçonné pour le moins important. Alexandre, est-ce que à distance tout va bien? Est-ce que tu nous entends bien? Très bien, on est sur un canal sécurisé. Tout va bien, tu peux t'exprimer, Alexandre. J'aimerais évoquer avec toi plusieurs éléments, notamment sur les opportunités aujourd'hui qui s'offrent aux acteurs, aux entreprises du Web 3. La technologie blockchain constitue pour elle un levier business intéressant, ou bien au contraire viennent-elles peut-être probablement certaines fois fragiliser peut-être un peu la sécurité de leurs solutions? Qu'en penses-tu, Alexandre? Je vais faire une réponse un peu de Normand, mais la réponse elle est entre les deux. Oui, ça apporte du business et c'est vecteur. La décentralisation, je vais prendre un cas que je connais bien, c'est celui de la fabrication 3D. On est sur une production décentralisée, donc distribuée. Une blockchain est un système distribué, donc les deux matchent plutôt bien. En revanche, comme l'a dit Maître Lermite, le risque il est avant tout humain et donc il y a énormément de pédagogie à faire, de communication et de sensibilisation des équipes. Et là, on a un cas concret où celui qu'on a sur l'impression 3D, il est transposable. On peut le faire sur les crédits carbone, on peut le faire sur des assurances, on peut le faire sur 1 milliard de sujets, même du jeu vidéo. On peut avoir des NFT qu'on peut imprimer dans le monde réel avec des objets, des goodies dans des jeux. Donc, ben voilà, les cas d'usage sont multiples. Le vrai frein, c'est la barrière, c'est une résistance au changement qui est naturelle. On apporte une innovation. Toute innovation apporte en fait son faisceau de risques. Et en fait, tout le travail de gestion de changement va être de délimiter déjà ces risques, de les adresser auprès du client. Et donc forcément, on est sur une techno qui est en train de pénétrer en fait le tissu industriel, le tissu économique à tous les niveaux. Et donc, naturellement, cette pénétration, elle va être ralentie par cette aversion qu'on a, et elle est naturelle au risque. On aime le business as usual. Donc, apporter une techno de blockchain, ça fait émerger de nouveaux business models. Oui, mais ça veut dire du coup, je dois avoir un nouveau système de procurement, je dois avoir un nouveau système de vente, je dois former mes vendeurs, je dois former mes acheteurs également parce que je vais acheter de nouvelles prestations. Donc, en fait, ça vient c'est un changement qui va vraiment toucher toute l'entreprise à plusieurs niveaux stratégiques, ne serait-ce que les achats et le système de vente. Et donc, naturellement, il faut préparer les PME, et les grands groupes. Les impulsions, elles viennent à la fois des PME et des grands groupes. C'est l'anode et la cathode. Et ce que je constate, en fait, c'est qu'on a des secteurs où on est beaucoup plus ouvert d'esprit sur les changements. Et ça, c'est très culturel. Et en France, il y a encore énormément de résistance parce qu'on ne comprend pas la technologie, on ne sait pas à quoi elle va servir pour l'humain. Et c'est vrai que je vais vous paraphraser Maître Lermite, mais avant tout, la techno, elle n'est pas juste là pour faire plaisir à des experts techniques, elle est là aussi pour rendre un réel service. Et si moi, en tant que end user, client final, je ne vois pas où est mon intérêt, et si je ne sais pas le vendre à un vendeur de l'autre côté, ça va être très compliqué justement de pouvoir déployer ça. En revanche, tout n'est pas noir, au contraire. On voit typiquement des groupes comme Carrefour qui utilisent des technos de blockchain pour faire de la traçabilité sur la partie alimentaire. C'est un cas d'usage le plus simple, c'est celui de la boîte noire qu'on va utiliser avec la blockchain. Et donc, naturellement, va se poser aussi d'autres questions. Est-ce que les données que je vais stocker à l'intérieur de ce système de boîte noire traitent du RGPD ou pas? Est-ce que ça met à mal mon secret d'affaires? Est-ce que je dois avoir une confidentialité de mon information?
Bref, on revient à la base, qui est en fait de peut-être faire une classification de ces données, et de savoir ce qu'on peut mettre ou pas sur un réseau, public ou semi-public, et Donc pseudonyme, comme une finalement, blockchain. on peut dire que cette technologie, de façon extrêmement pragmatique et concrète, Mmh. permet de pouvoir renforcer la sécurité d'échanges d'actifs qui auraient fait l'objet justement d'une individualisation à Mmh. travers l'usage de NFT. Par exemple, comment capturer la propriété de quelque chose qui n'est pas palpable, comment garantir qu'il y a bien le dénouement du transfert de propriété en contrepartie d'une transaction monétaire. Elle permet de pouvoir venir aussi renforcer les canaux de communication et Oui, aussi de renforcer potentiellement la qualité de l'expérience utilisateur qu'on ne doit pas nier. Mmh. Et bien sûr, avec différents types de risques qu'on a illustrés, donc risque humain, risque juridique aussi en matière de protection de la propriété intellectuelle. Je pense que c'est important aujourd'hui. On constate qu'aujourd'hui, la principale demande faite auprès de l'EIPO, qui est l'instance européenne en charge de la protection des marques. Et aujourd'hui, la première requête, c'est comment puis-je protéger ma marque dans l'univers du Web3, différents contentieux à l'image des sacs Meta Birkin qui défraient la chronique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la façon dont on a aujourd'hui, nous, entreprises, la possibilité peut-être de protéger notre propriété intellectuelle dans cet univers où tout est dématérialisé? Alors, oui, c'est un domaine que je connais un petit peu parce que j'ai accompagné pendant 1 an une plateforme de NFT. Alors, oui, il y a beaucoup de risques, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, aux NFT puisqu'on vient enfin reconnaître, on vient enfin valoriser des œuvres. Avec le droit de l'internet, avec internet, finalement, on a perdu la valeur des œuvres numériques. On est dans le tout gratuit. Et là, on vient dire: «Ben non, vous devez payer parce qu'il y a vraiment un travail derrière, il y a vraiment des artistes». Donc c'est à la fois un avantage énorme parce qu'on va enfin reconnaître le travail de certains artistes qui vont être sur internet, mais ça demande de la protection. Alors pour les entreprises, il faut étendre toutes ces protections de marques, de noms. Faut les étendre auprès de l'INPI ou autres et puis, prévoir une utilisation, Web3, donc notamment dans le métaverse. Après, bon, faut quand même se dépêcher un petit peu pour le faire parce que ça arrive très, très vite. Mais, au pire, on a toujours, les actions en parasitisme, en concurrence déloyale. Donc c'est vrai que même si on n'a pas une protection qui est exceptionnelle au niveau, en tout cas en France ou en Europe, au niveau de l'INPI, on a toujours le droit de la concurrence, parasitisme, pratique déloyale, où on peut quand même faire des actions, faire quelque chose. Donc le Web3 c'est pas un no man's land, c'est pas voilà, c'est pas une zone de non-droit. On y applique le droit de l'internet tel qu'il est aujourd'hui, on procède par analogie. Il n'y a pas de raison que ça change énormément. C'est en effet, on est dans du Web 3, mais on a déjà tout fait avec le Web 1 finalement. Et il y a juste à dérouler, à s'adapter un petit peu, je pense. Donc à celles et ceux qui nous écoutent à distance, vous n'échapperez pas à la réglementation. Soyez prêts. Effectivement, le IPO a mis à jour effectivement la classification de Nice, qui une classification qui permet de protéger une marque par service et activité, justement pour y intégrer les métaverses qui arrivent. Et on voit aujourd'hui à quel point ça peut effectivement défrayer la chronique sur certains aspects. Mais alors, Red Square, vous qui êtes spécialisé justement dans l'accompagnement des entreprises et dans la cybersécurité du Web3 aujourd'hui, est-ce que tu pourrais illustrer concrètement aujourd'hui quel type d'outils on pourrait aujourd'hui utiliser quand on est une entreprise, qu'on propose par exemple son propre métaverse, qu'on propose son propre univers digital, même s'il est fermé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger justement des risques que tu as mis en évidence? Comme le disait Marie tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un risque humain, donc ça passe par l'éducation et dans ce cadre-là, on peut mettre en place un audit qui va être plus public. C'est-à-dire que c'est un audit qui est fait par une entreprise certifiée, qui va, répondre aux besoins des critères, limités à, des failles connues et cet audit va servir pour le public à comprendre les enjeux techniques d'un code source ou d'une infrastructure et ainsi répondre aux besoins de leur éducation, on va appeler ça comme ça. Donc finalement, c'est des process qu'on utilise déjà en fait dans le Web 2. Finalement, c'est les mêmes démarches qu'on doit appliquer dans le Web 3, c'est-à-dire réaliser un rapport d'audit, faire des tests de pénétration, etc., etc. Exactement. En fait, c'est vraiment de l'audit principalement de code source pour tout ce qui va être smart contract
et l'audit en général d'infrastructure pour tout ce qui va être nœud, réseau ou quoi que ce soit d'autre. Et ça reste globalement similaire au Web 2, entre guillemets, et ça répond aux mêmes besoins que le Web 2, c'est-à-dire la visibilité sur un code, la visibilité sur une infrastructure ou autre. Donc finalement, on est un peu moins perturbé que ce qu'on aurait pu croire avec le Web 3. Donc c'est une innovation majeure qui permet de pouvoir développer des nouveaux types de services, à l'image de ce que vous avez pu faire chez Vistory, Alexandre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez pu réaliser et aussi le retour d'expérience que vous avez sur ces sujets de la part des entreprises qui utilisent ces services? La première chose, c'est qu'il faut démystifier la blockchain et moi j'appelle ça littéralement blockchain, c'est la techno, le rouage qu'on va utiliser. Le Web 3, c'est un terme très marketing et je l'aime beaucoup, mais quand on est avec des industriels, bah forcément, on va pas utiliser le même verbatim. Donc, faut revenir à la fonction essentielle de la blockchain, c'est la non-répudiation de la donnée et de l'information. Et ça, c'est en ce sens-là que ce système-là, il est parfait parce qu'il permet de réunir des acteurs qui ont des intérêts économiques divergents sur le même outil. Un cas d'usage bien pratique qu'on a pu faire, c'est celui littéralement de téléporter des objets à des milliers de kilomètres de Paris. Et le téléporteur, c'est une imprimante 3D. On n'a rien révolutionné en soi, c'est du DRM. On le fait avec Spotify et on est capable d'écouter de la musique et de rétribuer l'ayant droit, peut-être pas forcément à sa juste valeur, et c'est en ce sens-là que le Web3 va apporter de la nouveauté, plus de justice et d'équité dans justement le partage de la valeur. Eh bien, là, appliqué à ce que nous avons fait, on permet en fait de dématérialiser des objets, des pièces de rechange, et de les matérialiser à l'autre bout de la Terre. Donc on passe du CD au MP3 et on fait également l'opération inverse. Du MP3, on revient au CD. Et on permet en fait de tracer tout ce qui s'est passé. Donc avec notre boîte noire, on va enregistrer tous les événements, mais également les droits d'usage relatifs à l'exploitation de la propriété industrielle. Là, elle n'est pas juste intellectuelle. Si on n'avait que le dessin, ça serait de l'API. Là, c'est une propriété industrielle, procédé, méthode et dessin contenus dans un seul fichier qu'on présente à une imprimante 3D. Derrière, les difficultés que nous avons dû avoir en fait, à écarter ou plutôt à adresser, c'était tout simplement la responsabilité juridique. Parce que là, on a une pièce de rechange, une pièce mécanique, et cette pièce-là, elle est utilisée. Et donc, que se passe-t-il? C'est quelqu'un altère la donnée, on revient à des questions très triviales, et on a su apporter des réponses. Là, aujourd'hui, avec les clients avec lesquels nous travaillons, il est hors de question de penser qu'on va se connecter au Web3, qu'on va faire des tokens avec, je vais recevoir des NFT, enfin des Ethers ou des Bitcoins en contrepartie de pièces détachées que je vais fournir. Non, les gens veulent du fiat, du sonnant et du trébuchant. C'est très bien. Nous, ça s'appelle une conversion de valeur. Et au même titre que je ne vais pas acheter ma baguette de pain avec de l'or, je peux quand même acheter de l'or, le convertir en euros et acheter ma baguette de pain après. Et donc, moi, ce que je vois aussi, c'est le potentiel de développement pour le next step. Ça, c'est notre cheval de bataille en ce moment. C'est de pouvoir connecter ce que nous faisons là au grand public. Donc voilà, ça, c'est ce que je vois en termes de potentiel aussi. Donc, finalement, est-ce qu'on arrive à dessiner une tendance de fond? Est-ce que vraiment aujourd'hui, il y a un appétit des entreprises pour le Web 3 et la sécurisation de leurs activités dans le Web 3? Ou est-ce que finalement, on considère que ça n'est qu'un effet temporaire? Ou est-ce véritablement une tendance de fond? Qu'est-ce que vous en pensez justement, Esteban? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez vraiment une explosion de la demande pour ce type de service? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à une rationalisation du marché avec un essoufflement? Moi, je pense clairement qu'il y a un changement depuis la dernière année, en fait. On a remarqué, par exemple, en 2018, 2019, 2020, c'était plutôt des acteurs vraiment très décentralisés, avec une éthique de gouvernance vraiment décentralisée, avec un système de DAO. Et là, on remarque des acteurs institutionnels qui arrivent sur le marché. Après, il faut différencier l'opportunité et l'utilité, bien sûr, mais il y a quand même des acteurs qui trouvent des utilités avec leurs produits actuels et des simplifications de leurs produits qui se lient à la technologie blockchain et qui peuvent servir les utilisateurs et simplifier l'utilisation. D'accord. Donc, finalement, est-ce qu'on peut pas dire que finalement le Web3 permet d'apporter certaines choses que le Web2 ne permettait pas, à savoir la possibilité de pouvoir capturer la propriété de quelque chose qui est digital, s'assurer que lorsqu'il y a bien transfert de propriété, il peut y avoir un dénouement avec un échange monétaire, mais cet échange monétaire ne peut se faire justement qu'avec l'existence d'un moyen de paiement
qui est reconnu par justement la technologie blockchain. Et donc forcément, doit avoir la caractéristique technique d'être un token. Aujourd'hui, effectivement, l'euro tel qu'il existe, donc les monnaies traditionnelles, hein, les monnaies telles qu'on utilise aujourd'hui, l'euro ou le dollar par exemple, aujourd'hui ne présentent pas la possibilité, on ne peut pas utiliser ce type de monnaie aujourd'hui pour dénouer des transactions dans le Web3. Pour une simple et bonne raison, c'est que le système tel qu'il est conçu, donc la blockchain telle qu'elle est conçue, ne reconnaît que d'un point de vue technique un token. Alors avec l'arrivée de l'euro digital, qui est prévu pour 2026, puisque c'est bien une réalité, hein, aujourd'hui, ça n'est plus une question de se poser la question est-ce qu'on aura un euro digital ou pas, ce sera bien une réalité. Les questions aujourd'hui qui alimentent les discussions entre les banques commerciales et la banque centrale, c'est quel type d'architecture pour cette monnaie digitale. Là aussi, les questions de cybersécurité, je pense, sont plus que jamais présentes et vont favoriser la dissémination de l'euro digital d'ici 2026. Est-ce que vous pensez justement que l'arrivée de l'euro digital pourrait favoriser justement peut-être une accélération des services et des leviers business apportés par le Web3? Marie, est-ce que tu aurais un avis sur la question? Très clairement, oui. Selon moi, il va y avoir une accélération. Déjà, c'est bien de voir que les industriels s'emparent de la question. Ça veut dire que ça va s'accélérer fatalement. La techno blockchain apporte de la sécurité. Donc, il n'y a pas de raison que ça se développe pas. Ça va sécuriser les transactions. Donc, selon moi, oui, ça va arriver de toute façon. Voilà. Donc finalement, il faut juste suivre le mouvement et un peu profiter de cette vague d'innovation. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les prendrai en direct. N'hésitez pas pour ça, tout simplement, levez la main. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous donner la parole. C'est également la même chose à distance. On a eu d'ailleurs pas mal de questions, notamment une question qui porte sur aujourd'hui, peut-être Marie, quelles sont aujourd'hui les réglementations qui s'appliquent au Web3? Comment est-ce qu'on fait du forum shopping? Comment est-ce qu'on va aller sélectionner la bonne réglementation dans cet univers qui est transfrontalier par essence, qui n'est pas délimité par un territoire précis, physique? Comment est-ce qu'on fait? Alors, on prend des avocats aux îles Caïmans, au BVI. Non, c'est pas vrai du tout. Non, il y a plein de réglementations qui s'appliquent. Moi, j'entends très souvent des jeunes acteurs qui me disent « Ah, mais c'est pas régulé le Web3 ». Alors, ce qui est complètement faux. Il n'y a pas de réglementation financière en place. Donc non, le délit d'initié, tout ça, tel que ça existe dans la définition légale, ça ne s'applique pas forcément, mais on a plein d'autres outils qui vont s'appliquer. On a le droit de la consommation, on a le code pénal, on a le fiscal. Enfin voilà, on a quand même plein de choses qui vont s'appliquer. Donc des réglementations, il y en a un paquet. Sur la réglementation financière pure, en France, on a été pionnière avec la loi Pacte et donc le fameux statut de prestataire de services sur actifs numériques. Et donc, c'est un statut qui existe en France dès lors qu'on veut apporter des services sur des actifs numériques, donc sur des tokens, voilà, ou sur de la crypto, eh bien, on doit obtenir un enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers. Ce système est quand même cet enregistrement est quand même assez contraignant, mais voilà, c'est une manière de sécuriser un marché, des investisseurs, des institutionnels aussi. Donc, c'est une manière plus on va réguler le marché, plus il y aura de la sécurité. Plus il y aura de la sécurité, plus le marché va se développer. C'est assez simple. L'Europe a suivi avec la fameuse réglementation MiCA, qui devrait entrer en vigueur d'ici 18 mois, 20 mois, enfin le temps que ce soit adopté. Mais la réglementation européenne va donc conduire à un enregistrement qui va être à peu près similaire à ce qu'on demande déjà aujourd'hui en France aux acteurs qui font de la prestation sur des actifs numériques. Donc, ce sont des réglementations qui sont déjà assez contraignantes, qui vont le devenir de plus en plus, justement pour sécuriser le marché et sécuriser tout le monde. Donc, finalement, c'est une analyse au cas par cas. En fonction de la nature de vos activités, on va identifier si effectivement le droit de la propriété intellectuelle est pertinent, si le droit des marchés financiers traditionnels tel qu'il existe s'applique, s'il faut choisir une réglementation bien spécifique à l'image de celle qui protège les acteurs qui proposent des services sur actifs numériques. Ce qui nous amène peut-être à nous poser aussi une autre question, cette question qui porterait finalement sur peut-être
les fondements aujourd'hui du Web 3 aujourd'hui. Est-ce que une entreprise pourrait prendre le marché? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une entreprise à l'image de Meta, à l'image de plein d'autres entreprises aujourd'hui, est-ce qu'il y a une entreprise qui pourrait s'imposer dans le Web 3 et finalement peut-être imposer ses règles du jeu, comme on l'a vu avec le Web 2? On a essentiellement des géants de la tech qui sont d'origine américaine ou asiatique. Et Stéphane, est-ce que tu aurais des recommandations aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que le marché du Web 3 n'évolue pas comme le marché du Web 2? Bah, c'est l'avantage de la blockchain, c'est que c'est en partie décentralisé. Donc, on a affaire un petit peu à un système de privatisation du secteur, notamment des blockchains publiques. On voit par exemple les systèmes de stablecoin qui sont en train un petit peu de s'estomper. Et pourquoi pas l'État qui pourrait venir, bah, comme on disait tout à l'heure, créer leur propre stablecoin. Mais l'enjeu de vie privée est quand même rentre en compte. Donc c'est un petit peu le problème. Il ne faut pas qu'on privatise une blockchain qui est publique et de toute façon, ça ne serait pas possible. Donc c'est vraiment l'enjeu de montrer aux acteurs en général, donc institutionnels, la possibilité de payer directement sur la blockchain, donc que ce soit des transactions pour des paiements ou de création de valeur directe. Il faut leur montrer que c'est possible sans forcément le système monétaire actuel. C'est juste une différence en fait. C'est vrai, ce que tu dis là, c'est intéressant, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a une nécessité, il y a un biais cognitif, ça reste humain, où on a une volonté systématiquement de passer par un intermédiaire bien précis, qu'on va solliciter pour rentrer dans ce monde décentralisé, et d'autres qui, effectivement, à ton image, hein, probablement, qui acceptent justement ce côté décentralisé et de n'avoir que pour unique responsable une technologie. Alors, on l'a vu, toutes les limites de ce biais cognitif, hein, avec le scandale lié à FTX. Ça n'est pas parce que effectivement vous décidez de passer par un intermédiaire qu'il va pour autant vous permettre de pouvoir avoir une véritable emprise sur lui, une capacité d'avoir une restitution de vos fonds. Donc finalement, le choix des services proposés par différents types d'acteurs, notamment des intermédiaires, ne va pas forcément reposer sur une grande notoriété. C'est pas parce que vous faites la une de Forbes que ça constitue, c'est pas parce que vous avez une image, une réputation qui est développée, qui est très médiatisée, que pour autant, ça constitue une garantie pour vos utilisateurs. Aujourd'hui, on voit aussi toutes les limites de la réglementation PSAN qui, à aucun moment aujourd'hui, dans la réglementation telle qu'elle est proposée, et même les amendements aujourd'hui qui ont été proposés par l'Assemblée nationale, ne permet de garantir une restitution des fonds. Donc, jusqu'où finalement va cette réglementation? Elle a bien sûr des limites. Donc, je pense que celles et ceux qui souhaitent pouvoir rentrer dans le Web3 doivent pouvoir s'interroger sur qu'est-ce que je souhaite pouvoir y faire dans ce Web3, et dois-je passer inévitablement par un intermédiaire pour pouvoir proposer mes services, pour pouvoir les sécuriser également dans le Web3, ou je dispose de la possibilité de pouvoir le réaliser moi-même directement, puisque n'oubliez pas que la technologie blockchain est une technologie qui est open source. Le meilleur exemple qu'on puisse vous donner, c'était le projet Libra, porté par Meta à Facebook, qui reste encore dans l'état d'esprit des États, je peux vous le garantir, qui ont constaté que finalement, grâce à cette technologie, on pouvait très vite proposer un système de paiement international, qui que nous soyons. Et donc, c'est ça la réalité aussi du Web3, c'est que vous avez aujourd'hui les possibilités de saisir les opportunités proposées par cette technologie. Va savoir comment est-ce qu'on évoluera dans 5 à 10 ans. Ma préoccupation première, en tout cas, à mon niveau, c'est de m'assurer qu'aujourd'hui, nous ne rations pas ce virage technologique comme on a pu rater les précédents virages technologiques. La France est une terre de mathématiciens, de scientifiques, mais aussi une terre technologique, on l'a vu au cours des précédentes années. Donc c'est un message que j'adresse à toutes les entreprises aujourd'hui. N'ayez pas peur du Web3, c'est en expérimentant qu'on peut identifier des leviers business extrêmement puissants, mais pour ça, il faut le faire effectivement et respecter certaines bonnes pratiques que vous avez évoquées aujourd'hui et qu'il convient de pouvoir continuer à accentuer. Et cette problématique liée à la cybersécurité, finalement, on la retrouve même aujourd'hui dans le Web 2, et elle s'est cristallisée, elle s'est accentuée lors de la pandémie, où on a compris qu'en fait, on évoluait dans un monde qui était quasiment déjà totalement digitalisé, mais sur lequel on n'avait quasiment aucune emprise. Donc finalement, il y a aussi une notion de souveraineté technologique qu'il faut penser d'ores et déjà, puisque dans 5 à 10 ans, ce sera malheureusement bien trop tard. Mesdames et messieurs, y aurait-il des questions dans l'audience? Vraiment, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Profitez de la présence
de ces experts ici présents. Oui, bonjour monsieur, dites-nous qui vous êtes. Oui, bonjour, Michel Juvin. J'interviens pour rédiger des articles sur des sujets différents et celui sur le Web3 m'intéresse particulièrement. Et là où je suis assez surpris, c'est que vous n'avez pas du tout parlé de cybersquatting, qui est un point relativement conséquent et qui pousserait en fait les entreprises à regarder un peu ce qu'est le Web3 et les opportunités commerciales qui en dérivent. Très très bonne question, merci beaucoup de la soulever. On l'a vu par exemple avec effectivement l'arrivée des noms de domaine décentralisés. On a vu des grands groupes à l'image de LVMH qui sont retrouvés à dire mais attendez, je vois qu'il y a un nom de domaine qui s'appelle lvmh.eth mais qui ne m'appartient pas. Comment justement je peux prévenir ce type de risque? Donc vous avez raison, il y a une logique d'anticipation en fait, qui constitue à dire que il y a une technologie qui permet de pouvoir préempter certaines choses aujourd'hui et qui ne permet pas de pouvoir revenir en arrière. Donc il y a une nécessité d'anticiper effectivement, que ce soit pour les grands groupes qui disposent de marques importantes, mais également pour les petites et moyennes entreprises. Donc il y a cette logique d'anticipation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que tu as pu constater aujourd'hui en matière de pratique de cybersquatting et comment est-ce qu'on peut éventuellement essayer d'anticiper pour réduire la matérialisation de ces risques? Bah, je pense que c'est très compliqué parce que c'est un petit peu du nom de marque pour une entreprise qui est pris. Donc l'objectif des entreprises, c'est de réserver avant leur domaine s'il est nécessaire. Mais après, il faut bien différencier les domaines qui sont connus et utilisés de tous et les domaines qui sont plus, je parle pour les noms de domaine, qui sont plus utilisés à des fins privées. Dans l'objectif de métaverse futur, il y en a énormément qu'on voit apparaître des métaverses qui arrivent en masse, mais le métaverse est singulier, donc il y en a qu'un. Et c'est très compliqué de comprendre l'objectif de ces noms de domaine et l'utilité que ça peut en découdre. Et comment on fait justement? Est-ce qu'on doit faire une veille? Est-ce qu'il y a décidé de faire une veille en anticipation? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour lutter au mieux contre ça? Je pense que c'est clairement de faire une veille sur l'utilisation de ces noms de domaine, l'utilisation du concept métaverse et comparer les différents cas d'utilisation suivant nos besoins. Alexandre, peut-être un mot à distance avant que j'aille pouvoir interpeller une autre personne de l'audience. J'abonde à ce que dit Esteban, c'est faire de la veille, il y a pas d'autre choix. On l'a vécu en tant qu'entreprise d'avoir des noms de domaine qui ont été squattés. Il y a une négo qui se fait avec le vendeur et il y a une transaction. C'est un objet, il l'a acheté, ça lui appartient. Donc il faut veiller. Malheureusement, on n'a que ça. À part quand on s'appelle Coca-Cola ou des grandes marques comme ça qui peuvent éventuellement faire valoir un droit d'antériorité, quand on est une PME française ou quelle qu'elle soit, hein, anglaise ou que sais-je, va se retrouver exactement au même problème. Faut faire une demande à l'ICANN et éventuellement pour faire valoir ses droits. C'est long, c'est complexe, c'est de l'argent. Cet argent que vous allez dépenser, il y a le pou prou, en général le nom du domaine qu'il va vendre, le gars. Donc c'est vrai que on est plutôt désarmé là-dessus et c'est un nouvel espace. On parle de cyberespace, c'est un nouveau layer qu'on a ajouté à Internet et à notre univers. Et donc il faut le veiller. Sinon, on va se faire damer le pion, prendre des noms de domaine qui nous appartiennent et payer la transaction très très cher, alors que le nom de domaine il se monnayait 5 $ il y a 3 ans. Je dis ça. Donc finalement, 2 mots, intelligence économique et anticipation. J'ai vu une question, j'arrive pour vous donner le micro. Alors, bonjour, je suis Hussein, ingénieur cybersécurité et futur thésard en sécurité blockchain. Et j'ai 2 questions, si c'est possible, pour chacun des interlocuteurs. La première, c'est pour vous, Madame Marie, c'est concernant les NFT. Et comme vous avez dit, quand on paie, ça donne de la valeur à l'art digital. Mais en réalité, si j'ai bien compris le concept des NFT, c'est encore une JPEG, c'est encore une image, n'importe qui peut la copier, peut la voir, mais la vraie valeur derrière cet art, c'est dans le contrat qui est derrière. Alors, est-ce que ce n'est pas le contrat qui donne la valeur plutôt que l'art lui-même? Et une question pour Esteban, c'est concernant la partie sécurité plutôt. Et
voyant la nature immutable de la blockchain et des technologies du Web3, est-ce qu'on ne peut pas dire que si une technologie est déjà déployée, que c'est déjà trop tard, on ne peut plus faire vraiment cet audit offensif et quelque chose comme ça, si on va commencer beaucoup plus avant, durant la partie production et suivre au fur et à mesure? Merci. Merci beaucoup. 2 questions précises et complexes qui se jettent à l'autre en premier. Ouais. Honneur aux dames. Marie. Merci. Oui, vous avez tout à fait raison. La valeur est dans le contrat, puisque le NFT, ce n'est pas l'œuvre. Voilà, ça fait plus d'1 an que je dis le NFT, ce n'est pas l'œuvre. Le NFT, c'est le token, c'est l'empreinte cryptographique qui mène à l'œuvre. Si demain l'œuvre est détruite, parce que l'œuvre elle est hébergée quelque part, justement on en parlait tout à l'heure, l'œuvre elle peut être hébergée chez OVH, hein. Donc, voilà. Donc l'œuvre peut tout à fait disparaître. Ce qui reste, c'est le token, c'est le NFT, et ça, sa valeur réside dans son contrat. Donc lorsque vous achetez un NFT, qu'il n'y a pas de contrat avec, qui vous dit vous avez le droit de faire d'utiliser le NFT, de l'exploiter, de ceci, cela, ou vous avez juste le droit de le louer, par exemple, de l'afficher dans une galerie comme Beeple, dans ce cas-là, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire avec. Donc, il vous faut un contrat. Le NFT, toute sa valeur réside dans son contrat, et c'est pas juste, c'est pas juste quelques mots, parce que en propriété intellectuelle, vous cédez les droits à condition de bien les lister. Donc, c'est plutôt long en général. Tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous pouvez faire avec, ou vous pouvez louer ou autre. Mais c'est pas juste ce qu'on va trouver dans le titre d'un smart contract. C'est pas suffisant. Donc, il vous faut absolument un contrat avec. Et aujourd'hui, malheureusement, quand vous regardez la plupart des plateformes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, quand on dit les NFT, c'est du vent, je veux bien croire que dans la plupart du cas, oui, c'est du vent, sauf avoir investi vraiment dans les smart contracts, enfin, dans les contrats qui sont liés au NFT. Moi, j'avais travaillé j'avais fait un parallèle sur ce qui étaient les bons aux porteurs, par exemple, sur les NFT. Je m'étais dit, ce serait peut-être pas mal de faire comme pour des bons aux porteurs, et que le contrat suive l'œuvre toujours, partout où elle va, de porteur en porteur, d'acquéreur en acquéreur, et pour attacher vraiment le contrat à l'œuvre. Donc, mais toute la valeur réside là, tout à fait. Mais c'est vraiment une très très bonne question. Alors vraiment, pour l'audience qui ne maîtriserait pas très bien ce que ne sont pas des NFT, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la création d'un token, vous avez un smart contract qui est associé. Il n'y a pas de NFT sans smart contract. Ça n'est pas possible. Donc, le premier réflexe, effectivement, si effectivement on est dans une logique d'audit juridique, c'est de demander effectivement le smart contract. Parce que seul dans le smart contract contiendra les standards techniques qui permettent de garantir certaines choses. Le fait qu'il y ait une unicité, le fait qu'il puisse faire partie d'une collection ou non, le fait qu'il existe un royalties, est-ce qu'il y a une perception possible pour l'auteur? Et après, il y a aussi le choix du protocole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir un protocole. Et pourquoi les NFT, pourquoi ont-ils connu aussi autant de succès? C'est qu'on considère qu'ils vont donner une certaine liquidité à ces actifs qui n'en avaient pas forcément. Sauf que le choix du protocole peut très vite, finalement, avoir l'effet inverse. Si vous choisissez un protocole qui est très très peu listé sur des plateformes d'échange, vous ne pourrez pas échanger ce NFT sur les plateformes d'échange, malheureusement. Donc, le choix du protocole, là aussi, est prépondérant. Donc, vous avez raison, il y a un audit technique qui doit être fait du smart contract, c'est inévitable, mais également un audit juridique pour s'assurer que ce qui a été promis dans les conditions d'investissement, donc dans la documentation contractuelle, se retrouve bien codé. Et c'est là aussi l'enjeu, c'est finalement s'assurer qu'il y a bien une adéquation entre ce que garantit le smart contract, qui va, je le rappelle, automatiser un certain nombre de tâches, dès lors qu'un ou plusieurs événements déclencheurs survient. C'est un programme informatique auto-exécutable. Donc, ce rapprochement aujourd'hui est nécessaire. C'est pourquoi, justement, les professionnels du droit doivent monter en compétence sur ces sujets, les entrepreneurs, les développeurs également. Esteban, est-ce que tu pourrais juste compléter peut-être ces propos sur la nécessité d'avoir un regard très très fin sur ce qui a été codé justement dans le smart contract? Oui, donc effectivement, c'est un petit peu le risque premier, c'est vraiment un risque cyber sur le smart contract. Et pour répondre à la question, effectivement, c'est un travail en amont, donc d'audit, mais c'est aussi, il y a une possibilité en fait de mettre à jour des smart contracts. Donc c'est un smart contract, on va dire upgradable,
Mais c'est clairement un risque de centralisation parce que la personne qui peut mettre à jour pourrait très bien mettre à jour un smart contract comprenant des failles. Donc il y a un travail en amont à faire pour l'audit technique, mais il y a aussi un travail de gestion de gouvernance s'il y a une possibilité de mise à jour future. Tout à fait. C'est une question d'interaction. Qui peut interagir avec le smart contract? Qui peut l'appeler, en fait? S'il n'y a pas eu ce qu'on appelle un transfert de ownership du smart contract entre celui qui l'a codé, qui l'a développé, et l'entreprise, celui qui l'a codé peut toujours interagir à distance avec le smart contract en question et prévoir des fonctions cachées, parce que justement, il n'a pas fait l'objet d'audit, qui permettrait de bloquer le transfert à distance du NFT, ou voire même le détruire. Donc, en cela, effectivement, c'est une question de bonne pratique. C'est une très, très bonne question qui, justement, rebondit sur la deuxième, qui est de savoir, est-ce que le NFT, c'est du vent? Il y a quoi dans le NFT, en fait? Quand on échange un NFT, qu'est-ce qu'on échange? Qu'est-ce qu'on transfère? Là, tout est une question d'architecture, en fait. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous allez mettre? Qu'est-ce que vous allez enregistrer dans la blockchain? Globalement, ce qu'on retrouve à minima, c'est ce qu'on appelle le token ID, c'est-à-dire une identification unique du token en question. Le wallet qui est associé justement au smart contract, c'est-à-dire qui peut interagir avec le smart contract, celui qui est propriétaire probablement du wallet qui a servi à la création du smart contract. Et ensuite, à côté, vous avez les métadonnées. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Marie, les métadonnées où il y a une nécessité de s'interroger sur où est stockée l'œuvre digitale. Cette image, cette vidéo, où est-elle stockée? Est-elle stockée sur une base de données centralisée, à l'image d'OVH ou d'AWS? Est-elle stockée sur une base de données distribuée, à l'image d'IPFS, par exemple, ou ICP? Et le choix de cette architecture fait que quand vous allez céder le NFT, qui est bien souvent et très souvent le droit de disposer de l'actif sous-jacent, si effectivement vous n'êtes pas assuré qu'effectivement l'URL en lui-même était disponible en permanence, effectivement, vous prenez le risque d'acheter quelque chose qui n'est plus accessible. Donc le stockage, effectivement, là, le dispositif de stockage, là aussi, joue un rôle prépondérant et vous avez raison de le mentionner. Alors c'est vrai que quand il y en a des méconnaissances à ce sujet-là, on peut très vite tomber dans l'acquisition de choses qui sont finalement sans valeur. Donc il ne faut pas forcément remettre en cause la technologie, mais plutôt la façon dont elle est utilisée, puisque la technologie est agnostique par essence. Alexandre, peut-être un petit mot à distance pour compléter nos propos, ou est-ce que tout a été dit? Alors, je pense que tout n'a pas été dit. Le sujet est extrêmement vaste. Sur les aspects de cybersécurité, un des points qui revient très souvent, c'est la fragilité des interfaces. Sur les NFT, on a également les droits de transfert, l'audit à réaliser. Naturellement, on est sur des nouveaux objets. Comme ce sont des nouveaux objets, il y a de nouveaux risques associés. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure en ouverture de ce webinaire. Et le point le plus important, je pense, c'est faut arrêter de citer, je le pense, sur la technologie en soi. Quand on va distribuer un terminal de paiement électronique dans une boulangerie, on va parler de la fonction, on va parler de ce que ça apporte. Je pense que plus on va faire le focus sur la techno en soi, plus les gens vont se poser des questions et ces questions naturellement vont soit soulever de nouvelles barrières à l'entrée. Faut parler du service que ça rend et simplifier en fait le service rendu à l'extrême. Comme le Web 2, comme le Web 3, on a des points à surveiller en permanence, c'est logique. Moi, ce que je dis, c'est quand je vends ce que je vends aujourd'hui, je parle plus de blockchain, je parle du service que je vais rendre, et naturellement, les personnes y adhèrent et y souscrivent. Vous avez parlé d'une vague tout à l'heure, Amy, et cette vague-là, on va pas pouvoir l'arrêter. On a les gouvernements qui pensent à faire une monnaie électronique. C'est très bien, j'y souscris parce que c'est ce qui va permettre de simplifier énormément les transactions. Il y a un enjeu de privacy, on dit en anglais, mais donc du coup de données personnelles et donc de non-traçabilité, parce que j'ai ma vie privée, je dois la protéger, ça c'est un droit. Quand on est dans un autre pays, on a juste à traverser l'Atlantique, on n'a pas la même approche. Et donc, naturellement, on va voir, je le pense, émerger des monnaies qui vont être propres à chaque zone. On va peut-être avoir notre euro digital, au même titre qu'on va avoir le dollar digital. Mais je pense que il ne faut pas que ce soit une initiative privée, mais plutôt institutionnelle de nos gouvernements.
pour que les gens aient confiance. Parce que comme toute économie, tout repose uniquement sur la confiance. Si vous brisez cette confiance entre les agents économiques et d'autres institutions, ça marchera pas et on aura une réserve d'argent ou de valeur inexploitée. Aujourd'hui, on a accumulé énormément de valeur dans ces systèmes-là, que je prenne Bitcoin ou Ethereum. L'objectif, c'est d'apporter cette liquidité à ce marché-là. Vous l'avez bien souligné, les NFT ont de la valeur parce qu'ils apportent de la liquidité. Le but, c'est que ça ruisselle. Je trouve que la beauté de cette technologie, qui est la blockchain, c'est dans la même chose qu'a fait Internet. C'est a permis en fait de réunir plein de personnes et de faire partager des idées, des échanges, des objets, de la valeur. Le Web3 est une couche supplémentaire qu'on apporte à ce système-là et je pense qu'il faut continuer à percer enfin, du moins, enfin, pas militer, mais plutôt à vulgariser la chose. Et je pense que la vulgarisation, ça sera et éviter de parler avec notre jargon d'informaticien, je pense que ce sera le meilleur des vecteurs. Donc il y a encore, je pense, au moins 10 bonnes années de travail pour que demain on achète notre baguette de pain avec des crypto-monnaies, mais on n'y est pas loin. Ça fait déjà 10 ans que la techno existe. Enfin, voilà. Je te rejoins totalement sur ce point-là. Alors, on va faire un test dans l'audience. Vous avez peut-être une question, je vais vous donner la parole juste après. Savez-vous, d'un point de vue technologique, comment fonctionne Internet? Je suis persuadé que 9 personnes sur 10 ne savent pas. Pour autant, est-ce que ça vous empêche de l'utiliser tous les jours? Non. Car finalement, la question à laquelle on doit répondre, ça n'est pas comment ça fonctionne, mais qu'est-ce que ça va apporter? Quels sont les apports d'une nouvelle technologie et quelles sont les limites de cette technologie dans un secteur d'activité ou une utilisation très particulière? Alors, c'est vrai qu'on a envie de regarder un peu ce qu'il y a sous le capot de la blockchain parce que c'est une technologie aussi qui a un impact sociétal très fort, vous l'avez rappelé Alexandre, et qui vient finalement bousculer aussi un certain nombre d'industries et d'establishments qui fait que forcément on a envie de comprendre pourquoi cette technologie vient finalement bousculer autant les choses. Est-ce que c'est juste un épiphénomène ou est-ce que c'est une vraie tendance de fond? Depuis la publication du livre blanc de Satoshi Nakamoto le 31 octobre 2008, qui constitue, je le rappelle, l'acte fondateur de la technologie blockchain, qu'on aime ou pas Bitcoin, ça n'est pas la question. Bitcoin est venu prouver que vous pouviez utiliser ces technologies blockchain dans les transferts de paiement internationaux. Et ensuite, on a eu les autres protocoles qui sont arrivés derrière et qui ont permis de dessiner des nouveaux usages à cette technologie. Donc, expérimentez-la, testez-la et apprenez de tout cela. J'arrive pour vous donner la parole. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. Je ferai une joie de vous transmettre le micro. Merci à vous, bonjour. Donc, je m'appelle Thomas Benoît, je suis le CEO de Setinisto et j'avais une question parce que la blockchain, c'est une technologie spécifique et il y a des vulnérabilités qui n'existent que dans le Web3. Par exemple, le ice phishing. Déjà, quelles sont pour vous les vulnérabilités les plus importantes? Doivent se protéger les développeurs et les utilisateurs? Et quelle cybersécurité pour le Web3 par rapport à ça? Donc tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il y a un enjeu donc de couper le système en deux. Il y a la partie centralisée où il y a un risque entre guillemets Web 2 où les audits existants peuvent intervenir. Donc ça va être par exemple des problèmes, on le voit, on a vu plusieurs hacks de noms de domaine et des redirections vers des interfaces vérolées avec des smart contracts qui sont aussi vérolés. Et il y a un enjeu donc qui va être audit smart contract. Donc là, la faille la plus connue qu'on entend beaucoup, c'est le réentrant de scie, où c'est des failles de double entrée dans une fonction où on peut récupérer des fonds ou non. Donc ça, c'est vraiment la faille la plus connue. Après, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'audit fixe avec une charte à suivre. Donc c'est vraiment aux auditeurs de faire un travail en amont de veille constante et de recherche pour créer sa propre charte. Et peut-être que dans le futur, on verra une charte commune sur l'ensemble de l'Europe, peut-être. Pour ma part, je vois une vulnérabilité en termes de cybersécurité, c'est le fork. Alors, c'est le changement de gouvernance de la blockchain. Pour moi, il y a un réel risque, en effet, que le système décentralisé se centralise. Voilà.
Et là, moi, ça a un impact direct en termes de preuves, tout simplement. Parce que tout ce que je mettais sur une blockchain que je pensais extrêmement sécurisé, eh bien, ne l'est plus forcément le lendemain. Exemple, enfin, c'est très grossier, mais sur Bitcoin, on a eu pendant longtemps plus de 60% de la capacité du hash rate qui était localisé en Chine, sur la tête de 2 personnes morales. Voilà. La Chine a interdit Bitcoin. Bon, ça va, ils sont allés ailleurs. Mais on ne peut pas parler de décentralisation dans ces cas-là. C'est juste pas possible. Donc, pour moi, la gouvernance de la blockchain en elle-même est un risque, et c'est un risque juridique, c'est un risque de sécurité pour tous les éléments qu'on va mettre dedans. Voilà. Et en termes de preuves, c'est extrêmement important. C'est une très bonne question. Quand est-ce qu'on considère que finalement un protocole blockchain est assez décentralisé pour garantir justement qu'il y a une sécurité de l'intégrité des informations qui y sont inscrites? Ces critères de décentralisation font l'objet de nombreuses discussions au sein de l'écosystème. Vous avez même des coefficients de décentralisation qui ont été proposés. Il y a un coefficient qu'on appelle le coefficient Nakamoto, qui permet de vérifier le nombre de nœuds qui existent, le nombre de validateurs qui sont à l'origine justement de ces nœuds et leur localisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez avoir un réseau qui est décentralisé, plus vous allez avoir un nombre très important de transactions qui sont réalisées à la seconde sur ce protocole, plus la probabilité d'arriver à prendre le contrôle de la majorité, de manipuler l'intégrité des données qui sont inscrites dans le registre, devient faible. Aucune technologie, malheureusement, n'est à 100% sécurisée, car le risque zéro n'existe pas, pour ne serait-ce qu'une seule raison, c'est que souvent le problème, c'est la personne qui est assise derrière l'ordinateur. On l'a rappelé tout à l'heure. Bonjour, vous aviez une question. Donc, bonjour, Tatiana Larina, Opéra Cyber. Rémi André, c'est bien ça, votre nom? Rémi. Donc, j'ai entendu plusieurs interventions et puis finalement, j'aperçois que le problème ou la situation à gérer, c'est plutôt la gouvernance et qu'est-ce qu'on fait avec l'outil, ce que vous venez de dire que l'outil est agnostique. Néanmoins, j'ai quand même une remarque avec tout mon respect, j'ai du mal à accepter que utilisons l'outil sans savoir qu'est-ce qu'il peut apporter comme risque. Parce que si on fait un parallèle, un couteau avec qui on peut tuer un homme ou éplucher une pomme, savoir qu'un couteau peut tuer, c'est aussi important quand on l'utilise pour éplucher une pomme. Donc aujourd'hui, le fait que cette pédagogie, ce que vous appelez, ou communication, reste très très faible et voire quasi inexistant, et dire qu'utiliser sans poser les questions, qu'est-ce qu'il y a finalement, qu'est-ce qui cache derrière, ça me semble contribuer à la crétinisation en fait des informaticiens, sans parler des autres populations. Donc quelque part, la première action pédagogie, ok, mais on ne peut pas tous finalement compter sur ça, parce que sinon tout ce qui est risque cyber, ça a été déjà couvert à 30 voire 80%. Donc comment l'État ou comment les structures à qui on est censé faire confiance nous accompagnera dans cette quête d'utilisation de l'outil? Je comprends votre point, il est parfaitement légitime. L'objet de mes propos n'était pas de dire ne vous intéressez pas à savoir comment ça fonctionne, mais que ça ne doit pas constituer un point bloquant pour l'utiliser si vous n'arrivez pas parfaitement à comprendre comment elle fonctionne. C'est ça l'objectif de mon propos. Après, naturellement, bien sûr, dès qu'on a des expertises techniques, on a envie d'en savoir un peu plus, savoir ce qu'il en est un peu dans le capot, mais la vocation des utilisateurs de ces technologies, que vous soyez une entreprise ou un particulier, vous n'avez pas vocation à devenir un expert dans la construction de systèmes blockchain. Mais en tout cas, vous avez raison, on doit avoir de l'éducation financière, de l'éducation économique, de l'éducation civique, mais aussi de l'éducation technologique. Et on y contribue aujourd'hui à travers ce moment. Merci beaucoup d'y contribuer. Vous avez peut-être c'est un mot à rajouter. un excellent point et merci de le soulever. Mon combat à titre perso, c'est vraiment de faire de la pédagogie chez les informaticiens. Donc là où l'État pourra aider, c'est vraiment à faire en sorte que dans les écoles d'informatique, il y ait déjà beaucoup plus de diversité. Ça, c'est un point extrêmement important, parce que plus on aura de la diversité, plus on aura voilà, des chances d'avoir un Web 3 qui ressemble à la société déjà.
Et puis aussi faire comprendre également aux informaticiens de l'intérêt social, sociétal de ce qu'ils font. Parce que j'en connais plein des informaticiens qui pensent faire des trucs super et juste socialement, c'est pas soutenable. Pour la société, c'est pas soutenable. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un besoin de formation à l'éthique, à limite éducation civique des informaticiens pour qu'ils comprennent que quand ils montent sur des projets ou quand ils construisent des projets, eh bien, il y a des gens derrière. Et c'est pas juste un petit projet qui monte entre eux comme ça, sympa. C'est il y a des gens et donc on en fait quoi et comment on se réveille le matin avec un projet? Est-ce qu'on arrive à se regarder dans la glace avec? Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment à la société? Et ça, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire au niveau des écoles d'informatique. L'informaticien n'est plus le geek planqué derrière son ordinateur. L'informatique a trop d'importance au niveau de la société aujourd'hui. Beaucoup trop. Donc les professionnels du droit doivent monter en compétence sur la technologie, les professionnels du chiffre, les professionnels de la cybersécurité et peut-être d'autres types de professionnels. Bonjour, vous aviez une question. J'ai une question. Oui, Eric Alardet, RSSI de Yokosha. Yokosha, on fait du pentest, Bounty, et surtout une plateforme qui permet de gérer les vulnérabilités sur ce mode-là. Alors ma question, elle porte sur alors la transition entre le Web 2 et le Web 3. Vous avez dit que le Web 2, par les usages, tout le monde l'a adopté. Et le Web 3, quand même, on rentre dans une dimension très différente, surtout si on veut profiter de l'aspect décentralisé. Sur le Web 2, on oubliait son mot de passe, bon, on vous envoyait un mail, vous l'aurez généré, etc. On est vraiment dans le centralisé. Le Web 3, vous perdez votre clé, et on sait bien que no Turkey, no Your monnaie, no Turkey, no Your NFT, ben vous perdez tout. Bref, on passe j'ai l'impression, du monde de bisounours, du Web 2 bien centralisé, à Jurassic Park. Du jour au lendemain, vous faites AP, et puis vous perdez votre clé, vous perdez tout. Alors, comment on va résoudre ce problème-là, autrement que par des wallets, des clés Ledger, des choses un petit peu quand même, qui sont censées apporter de la confiance, mais qui forcément laissent quand même une grande part de risque. Et comment on ne va pas virer justement dans le monde centralisé, avec des plateformes centralisées qui utilisent la blockchain, mais qui finalement détiennent vos clés. Donc, vous perdez toute la confiance de la décentralisation. Comment on va réussir à opérer ce virage de manière sécurisée? Donc franchement, c'est une question super intéressante parce que c'est clairement la question que tous les utilisateurs se posent. C'est quel est le risque? Enfin, clairement, il n'y a pas d'oubli de mot de passe, entre guillemets. Et on voit d'ailleurs des wallets qui commencent à se lancer sur des systèmes de récupération à double clé, donc qui sont semi-custodiales. C'est-à-dire que vous avez un système en partie décentralisé, donc c'est-à-dire vraiment votre clé, et vous avez un système, par exemple, de récupération de mot de passe comme le mot de passe oublié, créé directement et relié, par exemple, votre numéro de téléphone à la blockchain avec un système d'Oracle qui va relier la signature de votre clé privée à directement votre numéro de téléphone plus votre clé. Donc si vous perdez votre clé, vous pouvez demander à votre système, en fait c'est un smart contract, vous pouvez lui demander de récupérer la clé si vous avez bien le numéro de téléphone, et inversement en fait. Vous pouvez changer aussi le numéro de téléphone si vous avez la clé. Et ça c'est vraiment l'enjeu un peu de demain et aussi d'aujourd'hui, c'est que les utilisateurs aient une option de secours et clairement une option simple, qu'ils connaissent déjà. Mais ça rentre dans la globalité de la transition blockchain, entre guillemets, c'est l'utilité et l'utilisation, par la simplicité. Donc des solutions techniques qui existent, mais vous l'anticipez déjà, hein, des intermédiaires qui vous proposent ce service-là. De pouvoir le conserver pour vous. Ce qui est un peu une aberration, parce que finalement, on est dans une logique de décentralisation, mais on souhaite peut-être recentraliser la sécurité. Il y a aussi la question de la réglementation. Si demain, vous avez une réglementation qui oblige à passer par un intermédiaire désigné, malgré la réalité du fonctionnement de ces technologies, on va arriver vers une nouvelle intermédiation. La morale de cette histoire, c'est que cette technologie vous offre l'opportunité, pour une fois, de choisir entre la décentralisation, avec le risque que ça peut impliquer, donc le corollaire, cette épée de Damoclès de j'ai perdu mes propres accès, donc c'est foutu pour moi, versus je continue à évoluer dans un monde centralisé et je suis disposé à payer pour ce service, payer pour ma sécurité aussi, hein, parce que si on vient vous braquer en vous disant « Ah bah, donnez-moi la clé de votre wallet », ah bah, je suis content de ne pas avoir la clé de mon wallet et de pouvoir vous la donner.
Donc, c'est un biais cognitif sur lequel on doit travailler, mais en tout cas, il existe des solutions technologiques, des sociétés aussi qui proposent certaines solutions. Marie, est-ce que vous auriez vu peut-être des entreprises émerger dans ce secteur d'activité qui proposeraient la possibilité justement de faire du custody, agir en tant que dépositaire? Moi, ça me fait penser à la clé Ledger et MetaMask qui nous conseillent d'écrire sur un bout de papier notre seed phrase. Voilà. On en arrive là. Le tiers de confiance, oui, il y a une solution que... En fait, on veut du Big Brother, mais pas trop. Voilà. C'est l'enfant qui dit non, c'est bon, ça y est, maintenant je suis ado, hein, je peux me débrouiller toute seule, je peux me responsabiliser, mais quand même j'ai besoin d'un cadre. Donc on dit non, je veux pas l'État, mais par contre je veux de la régulation, parce que ça me rassure beaucoup la régulation. On peut pas tout avoir. C'est comme ceux qui disent en ce moment ah oui, mais blockchain, si ça continue, voilà, la data privacy, j'ai plus ma privacy dans la blockchain. Bah oui, on s'excuse, mais on fait des contrôles de compliance pour éviter que la blockchain soit vérolée. On peut pas tout faire. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est assez complexe. On est sur une ligne de crête. On essaie de satisfaire un petit peu tout le monde et tous les intérêts, mais clairement, il va falloir faire des concessions. Sur des prestataires, des tiers, clairement, ça peut pas être les États. Ce qui se passe en Estonie, on nous cite très souvent l'Estonie comme le paradis de la blockchain. Alors, c'est super, on a tout sur une carte. Donc, les données de santé, les diplômes, les impôts, on a tout sur une même carte et on a tout centralisé. C'est super, c'est sur la blockchain. Mais la blockchain est décentralisée. Mais par contre, la carte, elle est bien centralisée. Je pense que là, de toute façon... Alors, j'étais il y a quelques mois au premier salon de la blockchain du ministère de l'Intérieur. Ça fait un peu peur au début. On se dit, tiens, ils se mettent sur la blockchain. Il était temps. Et où ils nous disent assez simplement, non, mais finalement, là, la prochaine étape, c'est le quantique. Et c'est pas dans 10 ans, c'est dans 5 ans. La question qu'on se pose, c'est juste quel État va y arriver en premier, c'est la Chine ou les États-Unis? Donc à ce moment-là, et dans 5 ans, c'est demain, je pense à ce moment-là, on aura d'autres problématiques en termes de sécurité. Voilà. Mesdames et messieurs, je crois que c'est ici que nous allons devoir nous quitter. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à celles et ceux qui ont fait le déplacement. Merci à vous à distance de nous avoir suivis et j'espère peut-être que nous aurons contribué à améliorer votre connaissance du sujet Web3, sur les menaces en matière de cybersécurité, les bonnes pratiques, le lien avec la technologie blockchain et aussi la possibilité pour vous de pouvoir y évoluer pleinement. Merci beaucoup à toutes et tous. Très, très belle journée. Merci à vous à distance. Merci Alexandre. Merci Marie. Merci Esteban. Merci.